Roland qui revient d'Espagne. Vous allez nous parler du miracle espagnol, Roland. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? Miracle, j'adore ça. Non, ce serait vraiment ne pas être correct vis-à-vis des Espagnols. C'est pas un miracle. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis les problèmes de 2012. Presque 3% de croissance, mais c'est bien rêvé. C'est un miracle en Europe aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est beaucoup plus élevé que les autres. Mais si on regarde tous les efforts, la cohérence qui a été mise, obligatoire d'ailleurs, après les problèmes de leur crise immobilière qui avait vraiment massacrer ce qu'ils avaient créé déjà avant. Il faut savoir quand même comment l'Espagne naît ses problèmes en 2012-2013. Ils avaient un rapport dette PIB meilleur que celui de l'Allemagne. Donc heureusement d'ailleurs qu'ils avaient ça, puisque ça les a permis, à cause du fait qu'ils étaient moins endettés, de pouvoir s'endetter pour se sauver. Et malgré l'aide européenne, ils l'ont remboursé rapidement. Même Merkel disait à l'époque des Espagnols... et d'ailleurs, c'est le cas. Elle a respecté ce qu'elle avait dit. Je me souviens d'un sommet à Saint-Jacques-de-Compostelle où elle avait dit au ministre de l'économie espagnol, Luis de Guindos, vous avez tellement bien géré, vous avez tellement été vite pour rembourser au niveau européen que franchement, chapeau, moi je n'y aurais pas cru. Et si un jour il y avait un gouvernement européen qui était vraiment un gouvernement de plein exercice, je prendrais Luis de Guindos comme ministre de l'économie parce qu'il peut même gérer de l'argent allemand quand on voit comme il a géré de l'argent espagnol. C'était le plus beau compliment qu'on pouvait faire. Il est devenu, d'ailleurs, il est toujours vice-gouverneur de la Banque centrale européenne parce qu'on estimait qu'il avait un franc-parler, ça c'est sûr, des capacités sûrement, mais il avait bien géré la crise. Mais aujourd'hui, c'est toutes ces mesures prises courageusement qui ont permis une cohérence au niveau de la confiance des ménages, donc la consommation va relativement bien en Espagne. 2, sur le plan budgétaire, il respecte ce à quoi il s'était engagé. Et les entreprises, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vivant dans un système où pourtant le gouvernement difficile, le gouvernement est difficile parce que la majorité de Sanchez est avec les indépendantistes, juste, ils ont même des difficultés à voter le budget maintenant. Oui. Mais c'est pas ce qui se passe maintenant qui explique où l'Espagne se trouve. C'est tout ce sont les réformes. Et ça date quand même de plus de 10 ans où ils font des choses et ils arrivent même par cette cohérence à attirer aujourd'hui autour de Madrid et de Barcelone notamment des start-up où les gens viennent parce que la terre d'accueil pour investir sont propice à avoir une visibilité. Et c'est ça que je voudrais rappeler. Et donc je suis immensément content de revenir d'un pays où on voit que quand la population adhère aux efforts et comprend ces efforts, on obtient des résultats. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites, Roland Gillet. Un, c'est que d'abord, c'est souvent un travail de fond qui dure des années, une décennie, et qu'en général, ce sont les gouvernements successifs qui profitent des réformes passées avant. Moi, ça me rappelle furieusement l'Allemagne avec les réformes Hartz et Angela Merkel qui a profité ensuite pendant 10 ans des réformes qui avaient été passées sous Schröder, mais qui lui avaient coûté sa place de chancelier, Philippe Mutrici. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre exemple où le gouvernement en place a bénéficié des résultats de sa politique, c'est le Portugal. Donc parfois, on a la chance de rester quand la population a bien intégré les résultats. En fait, il y a une difficulté à avoir des résultats rapidement et dans la durée. Mais je vous rejoins complètement. C'est un travail de long terme. C'est un travail dans lequel aussi il faut avoir en tête deux avantages compétitifs de l'Espagne. Le premier, c'est son coût du travail dans l'industrie, qui est de l'ordre de 25-26 euros à peu près de l'heure. Pour 40 euros en France et 41 en Allemagne. Eh oui. Donc c'est quand même un avantage compétitif. Et puis il y en a un deuxième qui est le prix de l'énergie, puisqu'ils ont réussi à passer la crise avec en moyenne des dispositifs, alors que je ne qualifierais peut-être pas de dérogatoires, mais en tout cas qui leur permettaient d'avoir de l'énergie et notamment de l'électricité moins chère. Et ça, pour l'industrie, c'est très important aussi. Donc du coup, dans le miracle, mais qui n'est pas un miracle, je vous rejoins, qui est le résultat de politiques bien menées et d'efforts partagés, il y a une réindustrialisation en Espagne qu'on aimerait bien avoir, nous, en France aussi. Eh oui. Mais vous voyez, là aussi, quand on est autour de la table, ils voient évidemment les aspects européens, ils voient ce que ça attire comme entreprise chez eux, comme travailleurs d'ailleurs. N'oubliez pas que moi j'ai connu la période quand j'y étais au niveau de la crise, où là c'était les retenir, c'était de dire l'Allemagne avait besoin de gens qualifiés, et il y avait des gens qualifiés qui n'ayant plus d'emploi travaillaient dans l'ORECA. Donc je l'ai trouvé très courageux, parce qu'ils auraient pu aller en Allemagne tout de suite. Donc il y a un côté aussi patriote, la culture joue aussi en Espagne, où les gens, quand ils s'engagent, alors est-ce que c'est parce que l'époque Franco les a marqués, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a ce patriotisme qui joue. Mais néanmoins, aujourd'hui, quand je vois où ils en étaient, parce qu'on pourrait dire, ce que vous dites est vrai, l'avantage sur l'énergie, l'avantage sur les coûts, ils étaient déjà là avant. Aussi. Il faut rappeler ce qu'était la situation au sortir de la crise financière. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est des gens qui ont été fragilisés. Et je trouve que la manière dont la responsabilité des prises de décision
a fait une adhésion au niveau de la population. Même c'est sûr qu'il y a encore des clivages gauche et droite et ainsi de suite, mais il y a quand même un plaisir d'être espagnol aujourd'hui en voyant où ils arrivent, étant donné, comme d'autres d'ailleurs, qu'ils étaient appelés les pays du Club Med, et on sait bien que ce n'était pas pour leur donner une publicité à ce moment-là. Oui, ils ont aussi une politique migratoire, hein, tout à fait, très dynamique. Tout à fait. Parce que la démographie espagnole n'est pas bonne. Oui. Hein. Et 2 millions d'immigrés arrivés en 3 ans. Et je peux vous dire qu'ils sont difficiles, hein, parce qu'encore maintenant, il y a des avions de chasse, par exemple, autour des Canaries, et ainsi de suite, parce qu'il y a une immigration qui souhaite, il y en a une qui est beaucoup plus compliquée. Mais c'est vrai, comme vous dites, ça joue aussi. Il le gère quand même sans être en une de la presse internationale. Donc, oui, ça, c'est vrai. Alors, mais une immigration en âge de travailler avec un bon niveau d'employabilité. Voilà, ils ont un canal sud-américain, Colombie. Qui leur permet d'avoir, qu'il n'y a pas d'obstacle de langue, donc directement. Et pareil, ils continuent, au niveau de leur banque, je prends une banque comme Santander, ils continuent à faire des prêts, ce qui a sauvé Santander au moment de la crise, hein, parce que c'est quand même la plus grande banque, imaginez que ce soit le BNP Paribas pour parler de la France, alors que le subprime, donc espagnol, c'est-à-dire des prêts hypothécaires n'ont pas été remboursés sur des maisons en Espagne, Banco Santander n'a demandé aucune aide au niveau de l'État parce qu'ils avaient une diversification déjà à l'extérieur. Donc, c'est des gens qui gèrent quand même très très bien leurs affaires au demeurant. Mais là, ce n'est pas l'État, hein, je veux dire, c'est les gens derrière. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand même, Pedro Sanchez n'a pas été capable de faire voter ni le budget 2024, ni le 2025, et le 2026, c'est mal parti. Oui. Et donc, ça nous donne plein d'espoir aussi pour la situation, si c'est ça qui vous donne de l'espoir. Française. Peut-être que c'est les fonds européens aussi qui ont aidé. 163 milliards d'euros des fonds européens. Vous parlez au niveau de l'Espagne ? Oui, mais tout le monde en a reçu. Je sais. Mais si vous regardez quand même, si on revient sur le plan qui avait été développé, il y a toute une partie qui aurait dû être utilisée et qui ne l'a pas été, c'est la partie prêt. Ce qui a été pris par tout le monde, ça a été la partie reçoit. Et je vous signale d'ailleurs qu'on se demande bien pourquoi. Parce que je travaillais sur ce volet-là à l'époque, au niveau européen, c'est pourquoi est-ce que l'Allemagne et la Hollande ont obtenu quelque chose alors qu'eux, ils s'endettaient à taux négatif. Pourquoi ? Parce que même sur cet argent, ce petit argent, hein, parce que c'était de l'ordre de 300 milliards, un peu moins, qui était sous forme de transfert, ils ont estimé qu'ils prenaient un risque de solidarité au niveau de cette dette empruntée par la Commission et que donc, pour ça, ils méritaient aussi d'être autour de la table et de recevoir de l'argent dont ils n'avaient même pas besoin. Donc, si on avait laissé même cet argent qui n'était pas nécessaire dans certains grands pays ou petits pays, puisque j'ai pris l'Allemagne et la Hollande, on aurait pu même en donner plus à des gens qui en avaient réellement besoin. Bon. Si on prend juste les dons, il y a quand même un transfert du nord vers le sud. C'est-à-dire que la France va payer plus qu'elle n'a reçu, alors que l'Italie va payer moins qu'elle n'a reçu. Mais il y avait aussi un impératif, parce que j'aime bien, mais je suis désolé de réagir, hein, mais à l'époque, on était tous d'accord qu'on donnait plus aux Italiens, pas parce qu'ils étaient dans un mauvais état budgétaire, c'est parce que le Covid a commencé là, et que c'était justifié de le mettre là. Hein, donc, je le rappelle quand même. C'est vrai aussi.